se calme encore. C'est toi qui m'as parlé la première dans la cour. Ah ouais? Ouais, parce que bon, j'étais traumatisée, j'avais 6 ans et demi, je venais de partir du CP après mon opération là, de la péritonite. Je venais de débarquer à Thionville et personne ne me parlait quoi. Et j'étais dans la cour comme ça, j'étais toute seule, et t'es la première qui est venue qui m'a dit ouais, comment tu t'appelles? Mes parents ils t'aimaient bien. Ouais. Ouais. C'est ma mère qui est d'Algérie, donc ma mère elle avait une petite affection particulière parce que finalement elle se disait qu'il y avait un vécu partagé quoi. Tu vois, elle avait l'impression que ton père était plus proche de lui parce ils savaient, enfin, ils avaient ouais, des images en commun quoi. Parce que bon, la guerre d'Algérie, tout ça, on n'en parle pas quoi chez nous. Moi j'ai vaguement entendu dire que j'avais un oncle qui était mort, qu'on lui avait coupé la langue, qu'on l'avait laissé avec un bras en moins dans une rivière quoi. Voilà, pour moi l'atrocité de la guerre, l'événement familial de la guerre d'Algérie, c'est tout ce que j'en connais quoi. Ma mère elle me disait que quand elle était petite, à la, en 62, il lui avait filé des plaques de chocolat. Donc pour moi, si tu veux, de l'histoire familiale, tout ce que j'en ai entendu parler, quoi, c'est cette langue et ce bras en moins dans le ruisseau et ces plaques de chocolat, quoi. Et surtout, j'avais l'impression que la guerre coloniale, elle se reproduisait à la maison, quoi. Tu vois, c'était sans cesse. De toute façon, tes papiers sont français, mais sur ta tête, ça se voit très bien que t'es une arabe. Tu vois. Après, c'était, ouais, n'oublie pas que eux, c'est des Français, toi, t'es une arabe. Donc finalement, la violence de la guerre coloniale, elle s'était déportée dans la sphère domestique, quoi. C'était un peu ça qui se passait. Non, le truc le plus marquant, c'était quand il y avait eu ta grand-mère, là. Moi aussi, on était petite. Quand il y avait mes grands-parents qui étaient là et qu'il y avait eu ta grand-mère, mamie Liane, qui était venue à la maison. Ça, c'était un moment fort, quoi. Même pour moi, là, c'est vraiment là où j'ai pris conscience que ton père, il venait d'Algérie ou quoi. Parce que avant, bon, bah, je le savais, mais sans trop le savoir. Puis là, d'un coup, ta mamie est arrivée et elle s'est mise à parler en arabe avec ma grand-mère. Et là, j'étais stupéfaite, quoi. Déjà, je trouvais ça pas possible, ça me paraissait pas concevable qu'il y ait un blanc qui parle arabe. Et qu'elle soit aussi à l'aise comme ça, puis que je comprenne ce qu'elle dit, tout, ça m'a pétrifiée comme ça, moitié. Là, du coup, je me suis dit, ouais, ils ont vraiment été. Comme si elle faisait partie du pays. Parce que c'est vrai avant que ta grand-mère vienne et qu'elle parle arabe, en fait, j'avais plus le concept de ah ouais, c'était des colons. Dans ma tête de petite, quoi. Je me disais, ouais, ils viennent d'Algérie et tout, mais tu vois, c'était confus parce que je connaissais rien à l'histoire et compagnie. Mais d'un côté, je me disais que, tu vois, je voyais le cliché du colonisateur dans la maison coloniale, comme ça, avec les petits arabes qui sont un peu mis à l'écart ou qui font des petits boulots. Donc, quelque part, le fait un peu que tu mènes à bien ce projet, ben, ça va m'aider, quoi. Je pourrais lui montrer, par exemple, tu vois. Quand tu auras fini, je pourrais lui dire et tu vois, ta marraine, voilà de l'histoire. Et tu vois, je pense que c'est important pour moi que je puisse lui montrer l'aboutissement de tes recherches et qui était ton grand-père et tout ça. Tu vois, je sais pas comment dire. Pour moi, ton grand-père, c'est une fierté, tu vois.
Mais tu fais toujours un peu de cuisine arabe? Oh, je fais le couscous. J'aimerais faire la chorba, mais ben non, c'est de moins en moins de cuisine. Tu fais des tagines aussi? Et Tu fais des tagines? est-ce que ça fait ce que c'était que les tagines, Ah oui, non? c'est marocain. Non, on devait en faire, peut-être. Mais on faisait que le couscous, la khobza, le couscous. Pourquoi? Mais parce qu'on était des pauvres paysans. Ah, et le tagine, c'était pour... Tagine, enfin, comment ça s'appelle? Le méchoui, c'était le jour de fête, c'était notre dinde de Noël. Mais sinon, tous les jours, c'était... C'était le couscous? Le couscous, le couscous, on peut le faire de différentes manières. Il y a des couscous de fête, il y a le couscous avec la graisse de mouton là qu'on achetait en morceaux. Enfin, chez moi, non, ça, on était un peu plus au-dessus de ça. Mais sinon, le couscous pouvait être vraiment très, très simple et très comme le couscous, c'est le pain. C'était le pain du pauvre. Bonjour mes chéris. Il m'a fallu être vieille, 82, pour que mes souvenirs remontent en masse dans ma tête et cheminent jusqu'à ma bouche et mon stylo. Maintenant, je fais le compte à rebours, j'ai le temps. Yann. Bon, c'est fait. Ouh là là. Respire, ah oui, c'est ça, respire. Le caroubier, la ferme, portait son nom. Il était lieu saint. Un marabout y était enterré, d'où son tronc noirci par les bougies qu'on y brûlait, ainsi que de l'encens dans de petits braséros de terre. Si on avait une grâce à demander, nous attachions un bout de tissu coloré aux branches, brûlions une bougie, 2 sous d'encens. Pour ce qui était du dialogue avec un Dieu présent, je ne voulais pas faire d'impair. Maman me disait, devinant ma gêne, fais donc un autre père et un je vous salue Marie. Il comprendra, fais le même pour tous. قالت لي جالو بصح كي سمعت قول جالو جالو في كلشي وي il y a un trou là. C'est une cave? Une cave. Il y a une cave là dedans. Il y avait quoi dans la cave? Des pouilles. Rien. Non, un bar. Une bar. Un bar, un bar? Là, pour les Algériens. Pour les Algériens. D'accord. Les Français, ils boivent ici. Les Algériens, sous-sol. Ni les enfants, Personne ne les voit. ni père, ni mère. Tous dedans. دور منا محمد تقدر في راسيس يعني. فوالا شوف تخسر. Quelle joie et quelle fierté à mon premier burnous, je devais avoir 12 ans. C'était la fête du village. À la fin de l'été, c'était un morceau d'aventure.
Je n'étais pas comme les autres en robe d'organdi. Je faisais un peu honte à maman, parce que les mots me venaient mieux en arabe quand j'avais quelque chose à dire. Un jour, en pleine rue d'Oran, où on avait été m'acheter des souliers, j'ai vu une cigogne passer et j'ai crié vite « Oh, Berarej, Berarej !» Berarej, c'était en arabe, c'était la cigogne. Et maman a été ulcérée que sa fille bien élevée ne parle que l'arabe à ce moment-là. Et comment tu avais appris l'arabe? Avec les autres, avec mes petits copains arabes. On était tous les enfants des ouvriers, tout ça jouait ensemble. D'ailleurs, ça continuait parce que quand ton oncle a été aussi à mon âge et allait beaucoup à la ferme, son meilleur ami, c'était un frère de lait qui était un petit arabe avec qui il faisait les pires bêtises. Cette année-là, la récolte avait été bonne et ce fut une magnifique décapotable bleue, bleu des mers du Sud, disait le vendeur. Cette auto, la somme de cette montagne de pois chiches, évaluée, sous-pesée et enfin vendue aux Espagnols. Je rêvais d'une marée de pois chiches se déversant sur l'Espagne ravie. الغزال من الصحراء وتمر من نخلة تمر من النخلة الغزال من الصحراء هي 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 Il était celui que je souhaitais épouser, c'est-à-dire un homme cultivé, avec des idées bien arrêtées, comme on pouvait les avoir à ce moment-là. J'étais dans la jeunesse dorée de Sidi Bel Abbès où j'avais beaucoup de familles, et lui, on l'invitait comme jeune professeur. Je l'ai connu là. Il n'était pas très plaisant, il était le ramenard au possible, mais enfin, il apportait tout ce que moi je n'avais pas, c'est la culture. C'est l'air de France, il était pas mal physiquement. Et un an après, bon, on a décidé de se marier, en 1949. À cette époque-là, il avait des idées... Ah, il était tout à fait à droite, il venait de rompre ses fiançailles avec Monique de Bragelonne, de la grande lignée des Bragelonne, voire Alexandre Dumas. Et j'étais toute fière, moi, pauvre paysanne algérienne, de prendre la place d'une vicomtesse. Et quand est-ce qu'il a commencé alors avant? Après la guerre, au retour de la guerre, ou pendant la campagne d'Italie surtout, et puis au retour, où il a connu à ce moment-là Marc Ferraud et François Châtelet, et où il a viré à gauche complètement. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça représentait quoi d'être à gauche à cette époque-là? La défense de l'Algérie, déjà, ça commençait, les idées plus larges, il y a eu la période Simone de Beauvoir, et il était très
Et son dada, c'était Jean-Paul Sartre. Et moi-même, en lisant Le Deuxième Sexe, ça m'a fait complètement retourner mes idées de petite bourgeoise étriquée. Ton grand-père a eu un poste de philo au lycée La Mauricière à Oran. Et puis alors là, c'était la grande vie, c'était Oran, c'était la capitale. On méprisait un peu Alger. Alger, c'était des snobs. C'était pas aussi authentique qu'à Oran, d'après nous. Veniez et moi, ma femme, nous sommes arrivés en 48. Et là, très vite, nous avons au lycée constitué un petit groupe d'amis, dont Yves et Liane faisaient partie, ainsi que François Châtelet et quelques autres. Et cette amitié a été très rapidement consolidée du seul fait que Liane est devenue la marraine de ma fille qui est née en Algérie. Nous étions jeunes professeurs, ma femme de lettres classiques et moi-même d'histoire-géographie. Yves était prof de philo. Et bien sûr, ensemble, on jouait aux échecs, on jouait au tennis, on discutait politique. On était sur des longueurs d'onde assez voisines, bien sûr. On avait quand même des collègues arabes au lycée. Grâce à eux, on avait quand même un éclairage direct sur les revendications des musulmans. On était tous d'accord pour juger que le statut des Arabes était inadmissible et qu'il fallait qu'ils deviennent des citoyens à part entière. Cela dit, au même moment, nous étions en pleine guerre froide. C'est-à-dire qu'un des thèmes principaux de la vie politique de l'époque, c'était la participation ou non au mouvement de la paix, la lutte contre le réarmement allemand, et on voyait bien que les milieux européens politisés, qu'ils fussent socialistes, communistes ou autres, étaient plus tendus vers les problèmes, disons, des dangers de guerre qu'il pouvait y avoir entre URSS, États-Unis ou Europe, URSS, etc., que postés vers, disons, l'intérêt qu'il lui fallut porter aux revendications des musulmans d'Algérie. Nos parents, quand ils nous racontaient la colonisation, il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que les populations algériennes étaient très pauvres. Nous étions très pauvres, même si certains Algériens avaient de petits commerces ou étaient de petits artisans. Cela, on peut dire que c'était un petit peu les privilégiés. Le fossé qu'il y avait entre les deux populations, c'était ça. Quant au brassage, à la communication, nos parents disaient qu'il y avait toujours une communication entre les Européens d'un côté et les Algériens d'un autre. Mon père avait l'ambition que je trouvais déraisonnable à l'époque de m'envoyer au lycée. Le grand tournant de sa vie, ça a été la guerre 39-45 qu'il a faite en Allemagne, où il a fait le débarquement, etc. Et donc il en est revenu évidemment traumatisé et transformé. Il voyait très bien que, je me souviens qu'il le disait, que si on voulait se libérer, il fallait aller à l'école du français. Parce qu'on est loin du compte. Et il parlait des choses qu'il avait vues dans la guerre, des choses terribles. Et la puissance que
des États européens, etc. Ça l'avait... Et donc, il en avait retenu cela. Et lui, il avait traduit ça par « il faut aller au lycée ». J'ai passé la première année de la 6e à pleurer comme une madeleine au dortoir la nuit. C'était horrible. C'était un déracinement pour moi. J'étais petit arabe, parents analphabètes, ouvrier agricole, etc. Bon, c'est le truc classique. Ici à Oran, le centre-ville, à une certaine époque, les Arabes ne pouvaient rentrer au centre-ville que s'ils avaient quelque chose à faire. Soit essayer de travailler, soit... Mais il y avait des contrôles alors. Ah oui, oui. Autant on pouvait partout juger qu'il ne devait plus y avoir des quartiers, comme le quartier nègre, disait-on à l'époque, il ne devait plus y avoir cette mendicité. On espérait un progrès irréversible de la francité, de ce que la France apportait, lycée, collège, hygiène, hôpitaux, etc. Autant là-dessus, on peut dire que tout le monde était d'accord, autant le problème du statut politique de l'Algérie et du rôle de ces Arabes dans l'Algérie était un sujet, en gros, tabou. Je suis entré en 6e en octobre 54. Novembre 54, et un mois après, la guerre, l'insurrection éclate. Tout de suite, c'est mon beau-frère, le mari de ma sœur aînée, qui est arrêté, torturé, mais terriblement, sauvagement, et envoyé pour 20 ans de prison. Quelque temps après, c'est ma deuxième sœur qui a perdu son mari, qui avait pris le maquis, lui, qui a été tué. Quelque temps après, mon père tombe gravement malade, il meurt. Mon oncle a été un peu notre tuteur, il a pris la place un peu de notre père, et il était en même temps le responsable local du FLN. Bon. Il a été démasqué très vite et assassiné lui aussi. Ma sœur me chapitrait sans arrêt là-dessus. Ne parle pas, attention. Déjà que dans notre village, on était l'objet d'ostracisme de la part de familles arabes, d'abord, qui nous traitaient de famille de Felaga, FLN donc. Et bon, la preuve, c'est que il y avait plus que des orphelins, des morts chez nous. Et donc, c'était une situation terrible. D'ailleurs, j'évitais de rentrer à partir d'un certain temps, de rentrer à la maison le samedi. Je ne voulais pas vivre ça. Donc, je ne parlais pas de ces choses. C'était comment dire, c'était intériorisé au sens freudien du terme. Une règle qui s'est installée en moi, voilà, qui commandait à mes actes et à ma mémoire même. Terrible, ça. Et d'ailleurs, il a fallu le choc de M. Villesage pour la lever de cette censure. De Gaulle a pris le pouvoir, donc on a compris qu'il allait se passer des choses graves et disons que là, la tension a commencé à monter. L'OAS n'existait pas, bien sûr, mais nous avions des collègues au lycée qui, naturellement, étaient virtuellement, j'allais dire, des ultras, d'autres qui avaient été ou étaient encore des libéraux, mais disons que entre nous, il y avait une certaine solidarité professionnelle. Nous formions une communauté. Et moi, je me rappelle très bien que deux de mes collègues, qui étaient ultras, donc à l'opposé de ma position,
m'avaient dit, mais ils n'ont pas dit qu'à moi j'imagine, que nous devions prendre garde, qu'on était sur des listes et qu'on était menacés, par exemple. En 1959-60, j'étais en première interne au lycée La Nourricière à Oran. Nous étions deux Algériens, mais à l'époque on ne disait pas Algérien, on disait Arabe. Nous étions deux Arabes sur une classe de 52 élèves. Monsieur Villesage était considérable, c'est l'épithète qui me vient toujours à l'esprit. Il était très impressionnant, vraiment. Avec son crâne rasé, luisant, il était poncé, on voyait bien qu'il était poncé. À l'époque, il y avait un acteur de cinéma qui prenait son crâne comme ça, c'était Yul Brynner. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelait Tonton Yul. Il avait son cartable de cuir, sa pipe, au rang républicain pour énerver les collègues. C'était pendant un cours, et M. Villesage a demandé à ce qu'on lui cite des noms de penseurs engagés. Et moi, je me suis empressé de citer les noms de Jean-Paul Sartre et d'Albert Camus. Il m'a dit « Savez-vous que M. Camus a été interpellé par un étudiant algérien lors des cérémonies de remise du prix Nobel sur son manque d'engagement à propos de la guerre qui a lieu ici, et que M. Camus a répondu en disant qu'il préférait sa mère à la justice. » Ça a jeté un silence dans la classe de plomb. Ce qui avait changé, c'était évidemment l'intrusion de la question politique en classe. Après cela, il a reçu une lettre anonyme qu'il nous a lue. Alors il a apporté la lettre en classe et nous a dit je reçois d'ordinaire beaucoup de lettres anonymes et je leur fais faire un trajet très court, celui de la boîte aux lettres à la poubelle. Je me souviens parfaitement de l'expression. Si j'ai gardé celle-ci, c'est parce que j'ai reconnu l'écriture d'un de mes élèves et de cette classe en particulier. Donc, il nous a lu la lettre par laquelle l'honorable anonyme, c'était son expression d'ailleurs, lui reprochait de ne pas être un patriote. Je me souviens d'une fois, on était en voiture dans Oran. C'était au moment des événements, avant l'indépendance. On ne disait pas la guerre, on disait les événements. Et moi j'étais derrière, et papa et maman devant, on était dans une petite rue. Et en fait il y avait des pieds noirs qui pillaient une épicerie arabe. Et papa et maman papa a arrêté la voiture, papa et maman sont descendus. Voilà, ils y ont été. Ce jour-là, il a jeté sa lourde serviette de cuir jaune sur le bureau et il s'est mis à arpenter la salle de classe en disant, en grommelant. Et puis, il a fini par s'adresser à nous en nous disant « Messieurs, hier j'ai assisté à un spectacle particulièrement déshonorant. Il s'agissait de ce qu'on appelait là-bas une ratonnade. » Il a cinglé là aussi les ratonneurs, comme il les a appelés, en parlant de honte de l'humanité, de folie meurtrière. Après cela,
il a eu une nouvelle lettre anonyme du même honorable correspondant. Monsieur, vous êtes un gaulliste. Tout gaulliste est un traître et tout traître doit mourir. Point, c'était tout. Et le seul commentaire qu'il a fait de cette lettre, c'était « Je vois que mon honorable anonyme a retenu ma leçon sur le syllogisme aristotélicien. » C'était tout. Il a fait paraître une série d'articles, là aussi fustigeant, dénonçant les criminels et surtout leur aveuglement. Il prédisait qu'ils allaient faire le malheur des leurs. C'était le ramadan de 62. L'OAS a mis, comme c'est un quartier populaire, c'était le mois de Ramadan, tous les gens venaient là pour faire des plaintes, etc. Et il y a eu une explosion d'une voiture piégée là, de l'OAS. Moi j'ai assisté à cette explosion. Des années après l'indépendance, les graffitis existaient encore sur les murs d'Oran. C'était quel genre de graffiti L'Algérie française, OAS vaincra, etc., etc. Lettre d'un pied noir à un pied noir. France Observateur, 15 mars 1962. C'est à toi que j'écris, André. Toi avec qui si souvent j'ai sapé la palangre dans les matins transparents de la mer oranienne, où nous pestions contre les murènes qui faisaient de nos lignes des trestes nœuds indéchiffrables. C'est à toi, Gilbert, qui m'a appris le marais de la Macta, où nous attendions dans la nuit finissante la passée des canards filant vers la mer. C'est à toi aussi, l'instituteur du bled, qui me parlait de tes petits élèves musulmans. C'est à vous que j'écris mes pieds noirs qui m'avaient donné votre amitié quand j'ai débarqué, voilà 22 ans, dans votre pays qui est devenu le mien. Et à vous qui me l'avez reprise en disant que j'étais un falso, parce que nous n'étions pas d'accord sur des choses très importantes. Je vous vois avec vos visages fermés et vos poings qu'on devine serrés dans vos poches. Je vous entends me dire que vous n'avez que faire de ma lettre, que l'heure n'est plus au bavardage, qu'on s'est assez foutu de vous, que vous n'êtes pas des gars à baisser la culotte et qu'on va voir ce qu'on va voir. Eh bien justement, c'est de ce qu'on va voir que je voudrais vous parler. Pour la dernière fois, parce qu'après, quand on aura vu, on n'aura plus rien à se dire. Alors si vous voulez bien, on va laisser tomber le mouvement de l'histoire et le complot communiste. De Gaulle est-il un fou, un salaud, un génie, un pauvre type? On s'en tape. Êtes-vous des méchants colonialistes ou des enfants abandonnés? On va laisser ça aux sociologues du Café du Commerce. Et nous allons nous occuper de la chose la plus sérieuse à mes yeux, je vous le jure. De ce que vous allez devenir. C'est que d'Express ou d'Express? Elle a fait des films extraordinaires. Merci beaucoup. Ah oui, monsieur le bien sage, j'ai connu, ça a été mon professeur de philo. Moi j'ai un mauvais souvenir avec lui, parce qu'il m'a rien appris. Je sais pas qu'est-ce que vous allez en faire, parce que j'avoue qu'il m'a rien appris, mais c'était un bonhomme qui se faisait respecter en classe, c'est exact, puisqu'on était des adolescents toute la bande, là.
Et on était nombreux quand même dans la classe. Mon père était coiffeur pour dames. Et son nom est renommé, il s'appelait Alphonse. Et son nom, je l'ai conservé. Et c'est pour ça qu'on était connus sur tout le territoire algérien. L'OS, bon, on s'en souvient, mais moi je ne me suis jamais intéressé à ce genre de choses. Bien sûr, moi j'étais Algérie française. Mais Algérie française, parce que quoi? La France avait considéré l'Algérie comme un département, qui était un département français. Il y avait un code là, hein, comme en France maintenant il y a le 1, le 2, Paris c'est le 75, etc. C'est pour ça que là il y a eu un faux problème, à mon avis. Pour moi, mon pays, c'est ici. En résumé. Parce que quand je discute avec un Français qui est né en France, lui, il ne connaît pas et j'ai pas la même réaction. Parce que pour moi, ma réaction, elle est ici. C'est la mienne. Bon, on nous a créé des divergences qui, pour moi, il n'y en avait pas. Tu es un Algérien sans papier. Voilà, exact. On était conscient des injustices qu'il y avait. Sans adhérer à la cause algérienne et sans adhérer à l'OS. On savait que l'OS n'allait pas donner une solution. Ce que proposait l'OS était voué à l'échec. Sur la montagne des Lions, on est fondu. Le deux ficus. Après le 13 mai 58, De Gaulle est venu en Algérie. Il passait au rang. Et alors la grosse engueulade entre mon père et ma mère. C'est marrant parce qu'elle ne s'était jamais mêlée de problèmes politiques, mais là, elle a affirmé une personnalité. Elle a dit qu'elle croyait à ce que disait De Gaulle, elle croyait que l'Algérie allait rester française. Et mon père lui disait, mais Eliane, vous avez oublié le discours de Brazzaville, De Gaulle il est en train de se foutre de votre gueule et vous verrez ce qui arrivera, etc. Il y a eu un tract qui est sorti de l'OS en disant Vielsalge, père et fils, sont condamnés à mort par l'OS. Alors Vielsalge, c'était par l'OS senior, et puis Vielsalge, fils, c'était par l'OS jeune. Pourquoi? C'est n'importe quel con pouvait signer n'importe quel tract qui pouvait dire n'importe quoi. L'ennui, c'est que quelquefois, les gens qui lisaient ces papiers-là considéraient que c'était vraiment une forme d'identification, de délation, etc. حميقتني والعين اللي مهويلتني العين اللي مهويلتني في باريس ساكنة في لا سيتي ساكنة ما تبكي ما تهويليني وما تبكي ما تهويليني. C'était au mois de décembre 1960. C'était le mois des fameuses manifestations populaires de décembre qui avaient ponctué le voyage du général de Gaulle en Algérie. Donc moi j'ai participé à ces manifestations durant une semaine. Je me sentais de plus en plus obligé de participer, de me montrer moi aussi, parce que mon prof, qui était un Français, n'avait pas hésité à prendre position, comme on disait à l'époque. Alors là, carrément, je
je n'ai plus eu que 4 camarades européens qui m'adressaient la parole. À la fin des épreuves du bac, c'est l'honorable anonyme que crucifiait à chaque fois le prof, qui est venu me remettre le tract dans lequel il était porté condamnation à mort de M. Vielsage par l'OAS. Donc, qui était un copain de classe, donc comme on disait, et qui m'a dit, et à partir d'aujourd'hui, si on te trouve en ville, on te fait de la peau. Voilà. Bon, il ne me l'a pas faite déjà, c'est déjà pas mal qu'il ne me l'ait pas faite sur le champ. Parce qu'il se baladait, il venait en classe avec un sac de sport plein d'armes, de revolvers, de grenades. Et tout le monde le savait, mais personne n'osait rien lui dire. L'OS, c'est pas une réalité aussi monolithique qu'on peut le croire. Moi, je le juge à mon niveau. D'abord, l'OS, il fallait que, pour que son action ait un sens, il fallait qu'elle se donne les moyens d'une action. Elle n'avait pas les moyens d'affronter la force armée ou la police. Elle n'avait pas les moyens d'affronter le FLN et les différentes wilayas qui étaient constituées. Et donc, en fait, il ne travaillait que, par exemple, en donnant des exemples de plasticage, d'assassinat, etc. Donc, à chaque fois, il y avait un papier qui, d'une part, prévoyait les futures cibles, sans préciser, évidemment, au jour près quand ça serait là, et d'autre part, qui, après, commentait les attentats, en particulier quand on était plastiqué, etc. Alors les klaxons, c'était simplement, effectivement, la répercussion de 3 brèves de longue, tititi, ta, ta, c'était Algérie française, et donc ça permettait à tout conducteur normalement constitué. On n'avait pas le droit de klaxonner dans Oran, mais à ce tarif-là, comme de toute façon, il n'y a aucun flic qui aurait pu verbaliser un type parce qu'il faisait tititi, tata. Et ça a été repris ensuite, notamment des nuits assez extraordinaires dans Oran. Les gardes mobiles qui passaient dans les rues, et il y avait des jeunes nervis de l'OS qui s'étaient amusés à aligner avec ce qu'on appelait des stacks, qui étaient des lance-pierres, aligner les réverbères. Donc c'était dans l'obscurité la plus complète. Et à ce moment-là, pendant qu'ils passaient au milieu de la rue comme ça, j'aurais pas aimé être à leur place, il y avait immanquablement des tam-tams ou des casseroles ou des bassines sur lesquelles on tapait. Dim, 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 boum, boum, dim, 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 boum, boum. Et comme ça se répétait de balcon à balcon, etc. C'était... Là maintenant on dit, de temps en temps, pour montrer que vous êtes solidaire de telle ou telle chose, mettez une bougie à votre fenêtre. Là, on mettait les casseroles de fenêtre. Et vous le mettiez d'ailleurs? Non. En Algérie, il y avait beaucoup de tchatch pour tout. Et on tchatchait même avec la mort. C'était un peu une ambiance de cow-boy et d'indien, parce qu'en plus, c'est ça qui est difficile avec les pieds noirs, ils se prennent pas toujours au sérieux, heureusement. Et donc on ne savait pas jusqu'où c'était un coup de gueule, jusqu'où c'était un coup de pistolet. حشمتك يا الباب الاخضر حشمتك يا الباب الاخضر حشمتك يا الباب الاخضر يا تبدي وتولي حطب تبدي وتولي بحمة J'ai des copains à moi, de bons copains à moi, que j'ai revus d'ailleurs ensuite en France, qui sont mis du sang sur les mains,
tout ça parce qu'à 18 ans, il y en a qui font les cons en Vespa. Là, l'occasion leur a été donnée de faire les cons avec un pétard à la main. Et puis quand tu as un cireur de chaussures qui est au coin d'une rue, dont tu es absolument sûr que si tu lui fous une balle dans la tête, tu pourras passer pour un Mac auprès de tes copines et de tes copains et sans rien risquer, ben, il y en a qui l'ont fait, ouais. Je sais, vous me l'avez déjà dit il y a quelques semaines, vous allez devenir des assassins. Et c'est déjà commencé. Des ratons, des barbouzes, des traîtres, vous en avez déjà tué et c'est tout comme. Vous pouvez en tuer d'autres. Combien? 1000? 10 000? 100 000? Supposons. Et après, vous savez bien que vous serez submergé, n'est-ce pas? Vous savez bien qu'en ce moment même, arc-bouté, le FLN tire désespérément sur les rênes qui retiennent encore les masses grondantes des musulmans dans les limites du village nègre à Oran. Et si elles cassent, sous le poids du plastique et des obus piégés de l'OAS, sous celui des ratonnades de vos petits blousons noirs assassins? Vous vous battrez, bien sûr. Mais ce ne sera plus le même combat, mes frères. Ce ne sera plus le même combat parce que vous aurez accroché à vous vos femmes et vos enfants, hurlant de terreur et de désespoir, parce que cette fois, ce sera votre combat à vous tous, les centaines de milliers qui n'avaient pas encore de sang sur les mains. Le refus d'espérer, c'est le seul véritable péché mortel. Alors, mes pieds noirs, ne soyez pas les assassins de votre âme. Il y a des tas de gens qui se sont fait tuer alors qu'ils n'avaient pas manifesté une bravoure particulière pour résister à une manifestation, etc. Tout simplement parce qu'ils étaient là. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont eu le courage de prendre certaines positions et qui n'ont jamais été atteints. Donc il n'y avait pas de logique très, très marquée. Tout simplement parce qu'à l'OS, c'était le bordel, c'était un foutoir énorme. Alors, comme j'avais couru dans la cour, le directeur m'a mis au coin. Et puis j'ai entendu des grands bruits, et puis il y a eu plein de fumée, et puis en fait il y avait des grenades lacrymogènes qui tombaient partout. Et en fait c'était l'OS qui était en train d'attaquer cette école-là. Alors pourquoi ils ont attaqué cette école-là, j'en sais strictement rien. Ils n'ont pas réussi à ouvrir ni à défoncer les portes parce que les CRS sont arrivés. Mais ils avaient évacué tous les élèves dans une école voisine. Et à un moment, bon, je bougeais pas parce que j'étais discipliné quand même. Et donc, ça cognait contre la porte et puis il y avait de la fumée. Et puis à un moment, il y a le directeur qui est arrivé, qui m'a engueulé parce qu'il me demandait ce que je faisais là. Je lui ai répondu que c'était lui qui m'avait mis au coin. Moi, je me rappelle d'avoir été frustré à ce moment-là parce que très souvent, à la sortie du lycée, dans la période qui a commencé à se tendre, les CRS surveillaient la sortie du lycée, donc les élèves qui sortaient du lycée se mettaient immédiatement à caillasser les CRS ou les gardes mobiles. Après ça, les gardes mobiles réagissaient, tout le monde foutait le camp. Ils se retrouvaient dans un endroit où ils faisaient des manifs ensemble. Et le pire pour moi, c'était de ne pas pouvoir être avec mes copains parce que je ne pouvais pas. Mais en même temps, c'était une situation de paria. C'était mes copains de classe, mais on n'en discutait pas le lendemain là, à l'école, au lycée. On rentrait souvent à la maison, comme l'école était était au-dessus de la maison et qu'on passait presque devant la préfecture, en fait, on était obligé de passer par des petites rues derrière parce que souvent il y avait des mouvements entre les gendarmes pro-gaullistes et puis les mouvements OS. Et donc il était fréquent qu'il y ait des tirs de mitraillettes en l'air et qu'on rase les murs et qu'on traverse la rue plus ou moins à plat ventre. Et donc là il y avait un terrain extrêmement mouvant, difficilement cerdable. Une partie de la police c'était du côté de l'OS. Je me rappelle que mon père avait demandé au préfet de police d'Oran de faire en sorte que, puisqu'on était menacé avant la première charge de plastique, la Strung, comme on l'appelait chez nous,
la première charge de plastique, il avait demandé que les policiers puissent être affectés à la surveillance de son appartement. Et le préfet de police avait une réponse qui était géniale, je trouve. Il avait dit, vous savez, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode parce que la plupart des plastiques sont posés par mes hommes. Quand il y a eu l'échec du putsch des généraux, nous n'avions pas été à l'école pendant tout le temps du putsch, parce que c'était effectivement dangereux. Et quand je suis retournée au collège après cet échec, mes copines de classe, qui étaient plus ou moins toutes des filles de chefs de l'OS d'Oran, pleuraient. Voilà, pourtant on était un peu assez gaminettes encore. Elles pleuraient et j'étais leur tendre mon mouchoir. Ils n'ont pas pris du tout comme une relation sympathique, et donc je me suis pris une paire de claques. Traqué par l'OAS, un Français d'Oran raconte. France Observateur, novembre 1961. 98% des Européens d'Algérie sont des ultras. On n'est pas raciste ou colonialiste, ce sont des inventions de la propagande communiste. Mais on veut bien être un ultra. L'ultra se définit lui-même par sa pureté. Pureté de ses intentions, il défend la France, et s'il possède un minimum de terminologie politique, les valeurs occidentales, pureté de ses vues historiques, l'Algérie, c'est la France. Pour l'ultra, l'ennemi de sa pureté, c'est d'abord le FLN, une poignée d'agitateurs payés par l'étranger et qui n'obtiennent l'appui des musulmans que par la terreur. Le problème algérien est donc un faux problème. On n'a pas voulu mettre le paquet, c'est le gouvernement qui sabote l'action de l'armée, d'une armée qui a, elle-même, saboté le putsch d'avril par sa fausse conception de l'obéissance. Mais la prochaine fois, une importante personnalité activiste d'Oran me parle. La prochaine fois, on ne laissera pas la direction de l'affaire aux militaires. On renverra le contingent en métropole, on mobilisera 10 classes en Algérie et on liquidera le FLN. Et De Gaulle, il n'aura rien à dire. On aura proclamé la République française d'Algérie. Une république démocratique, bien sûr. Alors, quelle différence avec celle que prétend instaurer le FLN? Les Européens seront noyés au milieu des musulmans, non? Ah, pardon, il y aura égalité des droits. Ça veut dire qu'un Européen vaudra en gros 10 musulmans? C'est ça. Et les musulmans seront d'accord? Bien sûr. Est-ce qu'ils ne l'étaient pas avant? L'origine du rail au départ, la musique rail était une musique bédouine. C'était les gens de la campagne quand ils faisaient les labours ou bien les semences, etc. Donc les femmes et les hommes, parce que les femmes travaillaient dans les champs à l'époque, chantaient. Et à partir des années 50, il y a eu ce qu'on appelle le mouvement rail si vous voulez, contestataire contre le colonialisme. Mais c'était très subtil. Les textes étaient... je ne sais pas si vous allez retrouver certains textes, notamment de Cheikh Harimiti, qui étaient très, très subtils
en dénonçant la colonisation dans la joie. Parce que c'était la colonisation, donc ils ne pouvaient pas dénoncer le communalisme ouvertement. Comme il y avait des interprètes arabes qui étaient à la solde de l'administration française, ils risquaient la prison à l'époque. Donc le poème était fait comme si Harimiti allait chanter par exemple sur le général de Gaulle, mais sans prononcer le nom de De Gaulle. Elle disait dans ses textes en arabe, Yamoul Nif Tawel, celui qui a le nez lent. De Gaulle a un nez quand même imposant et important. Mais toutes les populations arabes savaient qu'elle parlait de Gaulle. Mais le colonisateur ne savait pas, parce que bon, quand on faisait la traduction du mot à mot, bon, celui qui a un nez lent, ben, il y en a beaucoup qui ont des nez lents. Le rail, c'est le vécu, comme ça a été hier, comme c'est aujourd'hui, c'est le vécu de l'Algérien et du jeune Algérien. Même s'il parle de l'amour, même s'il parle de la malvie, etc. Mais c'est le vécu algérien. Et c'est pour ça que le rail est populaire. Tu vois, il y a de la grêle à Oran, hein, il y a de la grêle et des orages. Ça, c'est un bon signe. Raconte le premier attentat, celui donc là où vous avez essayé de tuer nous trois, quand étaient vos trois enfants. Vous étiez chez des amis de l'OS, c'est ça? Non, de la préfecture, dans un terrain neutre à la préfecture, en fait, dans des villages de la préfecture. Et justement, le responsable de l'OAS avait dit à ton père, maintenant je ne peux plus te couvrir, attends-toi. Et on avait quand même voulu aller dîner, et à la première rondelle de langouste que je me mets dans l'assiette, paf, ton père a dit c'est pour nous, et il est parti. Autant les méthodes de l'OAS ont pu être contestées par la majorité, même des Français d'Algérie, autant la façon dont l'OAS défendait la survie des Français d'Algérie était partagée, j'allais dire, par la plupart des Français d'Algérie. Il y avait des degrés, si je puis dire, de rejet et des degrés d'adhésion. Mais ce n'était pas seulement un petit groupe isolé. Il était un petit groupe isolé dans l'action, mais ce qu'il incarnait correspondait au sentiment de la majorité des Français d'Algérie. Ça consistait à juger que De Gaulle les avait trahis, n'est-ce pas? Ça, c'était tout à fait clair. Ça, c'était une chose. Et le vrai problème, c'était que l'OAS a été, j'allais dire, rendu inapte à toute action efficace et non pas effective, pour autant que l'armée, c'est-à-dire Charles, a refusé d'utiliser les civils. Charles ne voulait pas entraîner la communauté française des deux côtés de la Méditerranée, France et Algérie, dans une guerre civile totale. Il n'y a pas de doute que cette décision de Charles a été à l'origine de la réduction de l'OAS à des groupuscules activistes et criminels. Alors que si c'est Salan qui avait été le leader, et non pas Charles, le chef de l'armée à l'époque, ben, il aurait fait appel à tous les Français d'Algérie, et sans doute la guerre aurait pris un autre cours que celui qu'elle a pris depuis 59, 60. Elle aurait certainement été plus violente, il y aurait eu des millions de morts, c'est sûr, de plus. Ça aurait abouti à la création d'un petit Israël, peut-être dans la région d'Oran et puis dans quelques coins d'Alger, et ça aurait été un drame d'une autre nature. On ne peut pas préjuger de ce qui se serait passé, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est ce moment-là qui a en quelque sorte désespéré ceux de l'OAS qui pensaient qu'ils pourraient avoir l'armée avec eux. Monsieur Vielle-Sage, lui, a été capable de penser contre l'ordre européen auquel il appartenait. Quand lui en classe parle d'Algériens qui interpellent Albert Camus, je me suis senti, ça vraiment je m'en souviens, et je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours,
je me suis senti restauré dans ma dignité d'être humain. Quand il a parlé d'Algérien, c'était un mot, je ne l'avais jamais entendu prononcé par personne. Quand est-ce qu'on est humain? C'est lorsque l'on reconnaît l'humain dans l'autre. La reconnaissance de l'humain dans l'autre, l'arabe, était la condition de sa propre humanité à lui. Si pour cela il fallait nier, aller contre l'ordre du sang de la mère de la tribu, alors il fallait le faire. Et il l'a fait. L'époque exigeait cela, qu'elle a mis en demeure les hommes de choisir. Lui a choisi de manière très claire et d'un courage physique hors du commun, parce qu'il s'agissait encore une fois d'affronter la mort. N'oublions pas que l'OAS d'Oran a été taxé par l'OAS algéroise d'en faire trop, de trop tuer. Moi-même, mon frère et ma sœur, et qu'on était dans le champ, puisqu'on regardait la télévision, on était dans le champ des projections qui ont eu lieu, notamment des grosses projections de portes vitrées. Mais, coup de bol, 5 minutes avant, j'avais fait œuvre d'autorité, en obligeant mon frère, ma sœur d'aller se coucher, et c'est à ce moment-là que ça pétait. Finalement, comme gamin, je me rappelle après, non seulement les dégâts, mais le gendarme qui avait été mis en faction devant la porte de l'appartement où on a quand même continué à vivre. Mais comme il n'y avait plus de porte, plus d'entrée, etc., la préfecture nous avait mis un gendarme en faction. Donc ce qui me faisait rigoler, c'était d'arriver de l'école et d'avoir un gendarme qui était devant chez moi en train de garder ma porte. Bon. J'ai demandé à toute la maison, tous les gens de la maison qui étaient au OAS à bloc et dont un des fils avait mis la bombe, je leur ai demandé de venir à une messe de remerciement parce que personne n'avait été tué. Elles sont venues. C'était le fils de celui qui habitait au-dessus? Oui. Et toi, t'en parlais avec les gens de l'OAS? Vous en avez parlé avec eux après? Vous leur avez dit... Je ne peux pas qui était l'OAS, c'était à part ce chef, tout le monde autour de nous pratiquement était au OAS. Comment? On me répondait quand j'avais des conversations en disant mais il faut admettre, on m'a dit mais toi, une fille de colon, avoir ses opinions, mais c'est la dernière, que ton mari qui vient de France, lui, enfin oui, il puisse... Bon, que veux-tu dire avec des gens pareils? Voyage en Algérie fasciste. France Observateur, janvier 1962. Le western, il y en a marre, m'a dit un gars à Djidjeli. D'accord. Règlement de compte, place des Victoires. La fièvre monte à Bab el-Oued. Barbouze contre OAS. Demain, les bourgeois d'Alger se réveilleront, diront qu'ils n'ont pas voulu ça et essuieront d'un air dégoûté les vomissures de leurs bêtises et de leur lâcheté. La propriété a été brûlée par une bande de félagas, une wilaya qui venait d'ailleurs, qui n'était pas du coin. C'était des hordes de wilayas qui se promenaient comme ça, qui faisaient des incendies. Mais c'est l'OAS qui nous a fait partir, c'est pas du tout les Arabes. Vous aviez des amis dans l'OAS en plus? Le chef de l'OAS d'Oran était notre ami, qui nous protégeait un petit peu. Et c'est quand il a commencé à dire à ton grand-père qu'il ne pouvait plus assurer sa sécurité qu'il nous a expédiés en France. C'était l'année la plus rouge de l'Ouest. On nous a dit, vous ne repartez pas. Alors on nous a donné une HLM à Rouen, enfin après avoir été hébergé par des amis. Et puis voilà, on y est resté 3 ans. 3 ans. C'était un peu le froid, la banlieue, les HLM. On considérait comme
comme un émigré, enfin comme un rapatrié, mais à l'époque, alors qu'il n'y avait pas encore beaucoup de rapatriés, enfin pratiquement pas, donc on était encore l'exception, et on était plutôt bien vus, surtout qu'on était dans un milieu HLM de la banlieue de Rouen, c'était les Sapins, où bon, un prof de philo, ils n'avaient jamais vu ça, quoi. C'était vraiment une période d'exil, puis dans tous les sens du terme. D'exil du soleil, d'exil de la mer, d'exil des senteurs. Le jour de l'indépendance, le 5 juillet 1962, j'y étais dans la ville et j'étais exactement dans l'épicentre de la tragédie qui a éclaté le 5 juillet, puisqu'il y a eu une fusillade à la place Jeanne d'Arc où j'y étais, où il y avait un meeting. Et donc j'ai reçu en pleine figure la cervelle d'une femme qui a été atteinte par une balle. Et je suis tombé, je me suis réfugié derrière un policier algérien qu'on appelait les ATO, les auxiliaires temporaires occasionnels. Ça ne s'invente pas. Ça a été un véritable traumatisme. J'ai assisté à des scènes de lynchage d'Européens. Tous les cadres français qui existaient, au lendemain de l'indépendance, sont partis. Il y avait quelques Algériens qui travaillaient, qui avaient quelques connaissances en matière industrielle et qui sont devenus responsables. Hein. Mais ceux qui dirigeaient et qui géraient ces entreprises-là, c'était des Français. Les Algériens n'étaient que des ouvriers. Ça a été une grande erreur, c'est ça le problème. Et ça a été douloureux pour le peuple algérien, comme pour le peuple français qui sont partis au lendemain de l'indépendance sans savoir où partir. La joie que nous avons eue avec ma fille, avec Anne, de me retrouver dans les rues d'Oran telles que, pas comme nous les avons laissées, plus peut-être épurées de toute cette haine qu'avait suscité l'OAS. Je me souviens de cette joie, de me retrouver dans mon appartement un peu saccagé peut-être, mais quelle importe. On retrouvait notre ciel, on retrouvait notre terre, on retrouvait notre atmosphère pied noir, notre atmosphère d'Oranais. Le retour à Oran, oui, c'était un retour chez soi. C'était un retour à toutes nos petites Madeleines. Retour au pays, France Observateur, 15 octobre 1963. Ce qui a changé naturellement, c'est l'implantation démographique dans une ville où il ne reste pas le 10e des 250 000 Européens qui y habitaient. La ségrégation raciale était autrefois à peu près absolue entre les quartiers européens et musulmans. Maintenant, on cohabite souvent, même dans le centre de la ville. Des Européens ont déjà révisé leur vieux mythe de la crasse orientale. Et dans la rue, comme dans les immeubles, on se côtoie sans animosité. Comme disait un pied noir, il serait plutôt beaucoup plus gentil qu'avant. Bon, ma mère, elle avait perdu la villa, la ferme, évidemment, mais mon père, qui était prof, lui, avait gardé son poste au lycée La Morissière, qui était devenu le lycée Pasteur, qui est donc le lycée français en Algérie, qui était devenu un lycée français à l'étranger, quoi. Et donc, il a gardé son poste, qui était transformé en poste de coopérant. J'avais 10 ans, après je suis resté au lycée La Morissière, enfin au lycée Pasteur, je suis resté jusqu'au bac. Et donc, en plus, mes parents ont divorcé peu après, puisque j'avais 12 ans quand ils ont divorcé. Et mon père lui a pris une baraque, une villa sur
au bord de la plage à Trouville, c'est-à-dire un peu la Riviera oranaise. Je faisais des robes. Mais pour des des robes Français, aussi bien pour les Français que pour les Algériennes qui avaient qui étaient rentrées de France avec beaucoup d'argent, souvent, certaines familles. Il y avait beaucoup d'amis à Oran quand vous êtes partis? Peut-être pas tant que ça, non. Et je crois que je n'en ai pas retrouvé. Je n'ai pas retrouvé des amis après l'indépendance, mais j'en ai retrouvé d'autres. Puis c'était mes premières sorties d'adolescente, mes premiers flirts. Voilà, c'était. Je suis partie petite fille et je suis revenue adolescente. Donc tu t'es pas du tout senti algérien en fait, là. Tu t'es toujours senti français même après l'indépendance. Ou est-ce qu'à un moment tu t'es... Bon, moi je me sentais oranais, quoi. Je veux dire, c'était chez moi, j'étais là, mais on commençait à sentir la différence parce que, d'ailleurs, rapidement on parlait plus la même langue. Il y avait quand même une arabisation qui s'est faite de plus en plus. Le lycée La Mauricière devenant l'enclave francophone à Oran, alors que tous les autres lycées étaient arabophones. Et puis c'est vrai que les Arabes que je fréquentais étaient plus demandeurs, par exemple en 68, de savoir ce qui se passait en France, des mouvements révolutionnaires européens, etc. J'aurais pu commencer quand j'avais un de mes meilleurs copains là, avec qui on devait faire le tour de l'Algérie en stop. À 3 copains, donc 2 Arabes et moi, où je devais partir avec eux, puis il y a eu le coup d'état de Boumedienne à l'époque, avec des chars partout, donc on n'a pas pu le faire. Je pense que là, effectivement, j'aurais plus évolué dans la culture arabe, je me serais plus intégré, quoi. La question de l'arabisation à l'époque se posait entre des gens qui étaient pour l'arabisation totale et immédiate, et entre les gens qui disaient non, nous considérons le français comme étant un butin de guerre, donc nous n'avons pas à nier cette langue et à la bannir. Et les intellectuels de l'indépendance étaient tous pratiquement de langue française, d'expression française. Les intellectuels arabisants qui ont fait justement leurs études en Égypte et en Irak avaient la notion du nationalisme pur et dur. C'est-à-dire que l'arabe a été introduit dès les primaires et l'enseignement du français se faisait de moins en moins. Et actuellement, nous avons des jeunes qui ont fait leur scolarité en arabe et qui ne maîtrisent ni très bien l'arabe, ni très bien le français. Parce que dans notre quotidien aussi, nous parlons le français avec nos parents, on parle un mot arabe et un mot français. Peut-être vous allez remarquer chez les jeunes, la discussion au quotidien, c'est... Donc nous avons de parfaits analphabètes bilingues. Autant mon grand-père et maman parlaient arabe, autant Renaud aussi en parlait un peu plus. Moi, à part les mots habituels, Kirak, la baisse, Chouya, Sarah, etc., c'était très très limité. La langue nous imprégnait, la cuisine nous imprégnait, on était dans une parenté en fait extrêmement forte, mais en même temps, dans une séparation aussi très forte, il faut bien le reconnaître. Et tu as appris à danser la danse du ventre quand même. Oui, mais je ne sais pas comment. Donc je crois que c'était aussi fort cette imprégnation dont je pense qu'elle existe, hein, du climat de la culture qui se fait malgré soi. Comme si effectivement de vivre dans un pays de soleil avec des gens qui étaient beaucoup plus proches de nous, même s'il y avait un racisme fort que les pathos de France, ça nous imprégnait, y compris dans le ventre qui bouge de la même façon. J'avais des amis à la préfecture, des Arabes à la préfecture, donc c'est eux qui avaient pris la direction du pays.
Puis j'ai assisté aussi au départ de Ben Bella, puis j'ai vu que ça se pourrissait. C'est dommage. Vous êtes resté jusqu'à quand 71 mois. Et ton grand-père est resté jusqu'en 72, je crois. La situation économique s'est pas arrangée, donc il y avait quand même quelques violences dans les rues. Il y a eu quand même une série de mouvements entre Ben Bella et Boumedienne. Boumedienne a pris le pouvoir de manière militaire, faut pas oublier, avec des chars dans les rues. Bon, il y a eu les mouvements étudiants qui ont été sanctionnés, qui ont été réprimés. Et puis c'est le FLN qui a toujours tenu le pouvoir dans le pays, jusqu'à encore récemment, et il le tient encore en partie actuellement, hein, donc c'était pas par hasard, mais c'était un pouvoir militaire fort. Hein. Dans les pays de soleil, les nuages pèsent plus lourd qu'ailleurs. De ceux qui pèsent sur l'Algérie, il serait aussi faux d'en rendre responsable le seul gouvernement Ben Bella que l'armée marocaine ou le régionalisme kabyle. Il y a eu cette guerre absurde et absurdement prolongée, il y a eu la folie collective des Pieds Noirs, il y a eu le messianisme de bazar de Gaulle, il y a eu les horreurs de l'OAS, il y a eu la fuite panique de 800 000 Français. C'était de bien mauvaises fées autour du berceau de cette jeune république. Et donc les Juifs sont partis au moment de la guerre du Kippour. Ouais, en 67. 67, il y a une grande partie qui est partie. En 73, il restait peut-être 3 ou 4 Juifs, c'est tout. Peut-être une dizaine. Et c'était vraiment tendu ici Non, c'était un climat de psychose. C'était pas aussi tendu que ça. C'est vrai qu'il y a eu des manifestations de soutien au peuple palestinien à l'époque. Il y a eu, dans la manifestation, ils avaient brûlé le centre culturel américain. Mais sinon, non, il n'y a pas eu une... Il n'y avait pas d'agressivité particulière. Il n'y avait pas d'agressivité particulière, mais tu veux, l'affrontement était tel que... C'est ce qu'on disait, il y avait beaucoup plus de psychose que de... Un peu comme à la période OAS en fait. Un peu comme dans la période OAS et un peu comme dans la période des années 90 aussi. Hein. Avec le terrorisme aussi, on avait peur et les gens ont fui, etc. C'était la même chose. À l'intérieur du pays, c'est des villages carrément qui ont été... les gens ont déserté des villages. Ça va. Et je ne parle pas des douars. Quand il y a un climat de psychose, eh ben c'est... La peur est un phénomène naturel. Très vite, tout de suite d'ailleurs, je me suis pas satisfait du pouvoir qui se mettait en place en Algérie. Enfin, c'est un euphémisme quand je dis que je n'étais pas satisfait. Et j'ai rejoint les rangs de l'opposition. Parce qu'il y avait un parti unique, un syndicat unique, officiel, une religion unique. Tout était unique en Algérie. Et donc j'étais prof de philo. Ça ne doit rien au hasard. L'histoire qui se répète ne s'est pas arrêtée là, puisque, bon, j'ai été, pour l'ensemble de mon œuvre, je dois dire, condamné à mort. Donc on a retrouvé mon nom sur une soi-disant fatwa de mort, donc placardé sur un lieu de prière qui n'est même pas une mosquée. Donc c'est très trouble et très suspect tout ça. Bon, nous on avait une idée plus précise des choses, de ce qui se passait réellement et de l'opportunité qui se présentait pour le pouvoir de faire d'une pierre deux coups, d'éliminer une opposition de gauche en la faisant se fracasser contre une opposition de
de droite, intégriste. Et donc, voilà mon copain, mon ami très cher, le grand dramaturge algérien Abdelkader Alloula, a été assassiné, qui figurait avec moi sur cette soi-disant, encore une fois, fatwa. Et le lendemain, en revenant de l'hôpital où il était en train d'agoniser, j'ai vu les 3 jeunes qui m'attendaient. Et j'ai compris ce qu'ils attendaient, c'était ce qu'ils ont fait avec beaucoup de camarades qui ont été assassinés, c'est-à-dire qu'ils vous laissent prendre votre voiture, entrer dans l'habitacle et vous flinguer à l'intérieur de l'habitacle, et puis prendre la voiture et s'en aller avec. Je me suis enfoncé profondément dans la clandestinité, et c'est de cette clandestinité que mon ami Gérard est venu me tirer en me disant, voilà, on va t'accorder un visa, tu vas foutre le camp d'ici très vite. Et je suis parti. Je suis parti d'ailleurs clandestinement avec un passeport, mais c'est des policiers, 2 policiers qui m'ont mis dans l'avion et qui ont été mes élèves à un moment. Voilà. Je suis rentrée, j'ai eu la chance de pouvoir venir à Monaco. T'as pas eu vraiment de contact avec la communauté pieds noirs? Ah non, je me suis refusée. Je me suis refusée d'avoir le moindre contact, on se serait pris à la gorge, alors c'était pas la peine. Encore à l'heure actuelle, je ne peux pas entendre un pied noir appeler quelqu'un raton. Non. Et j'ai toujours plaisir à parler aux Arabes, les Arabes qui sont ouvriers, qui sont pas les jeunes, non, les beurs, je n'ai pas eu de contact avec eux. Mais le vieil arabe, oui. Tu parles arabe encore? De mal, j'ai beaucoup oublié, j'ai beaucoup perdu. Mais en fait, ça peut créer des contacts. Quand Hasmi parle de visa, c'est parce que tous les Algériens veulent avoir un visa et partir ailleurs, pour une vie meilleure. On ne peut pas enlever le rêve aux jeunes. C'est pas possible. Donc le jeune, il est influencé, le jeune algérien, comme peut-être d'autres jeunes, d'autres pays, je ne sais pas, qui rêvent d'aller aux États-Unis, ou qui rêvent d'aller au Canada, ou qui rêvent d'aller s'y vivre mieux. Ou des jeunes qui vont des pays européens vivre une vie de nomade en Inde, etc. Ça, c'est le rêve. Le rêve, on ne peut ni le quantifier, ni l'analyser, mais le rêve, il est là, il est présent, il est vivant. Le rêve est vivant.
يا بهزاف وجات الباري باغي باغي جات الباري تبغي تحوس تبغي تسكر تبغي تسلم تبغي تعانق تبغي حبيبها يا وتبغي تعشق يا وجات الباري باغي باغي يا وجات الباري يا وجات تحوس يا في بلا باغي يا والمريولة يا والكريولة يا وتبغي اللوطو هي يا لبي تبغي الويسكي تبغي الطاكسي تبغي تحوس تبغي تحشق والمريولة هي وتبغي تسلم تبغي تعانق مع حبيبها والمريولة هي والمريولة وجات تحوس وجات تشرشي وجات تحوس